Il est 12h08, l'heure de l'infotrafic. Sur la 3 direction Oberhausen, entre Cologne-Est et Leverkusen, 8 km de bouchons. Sur la 45 direction Gießen, entre Erzborn-Ouest et Wetzlar-Est, 10 km de bouchons. Les itinéraires de délestage sont également saturés. Des files de camions à n'en plus finir. Des autoroutes perpétuellement engorgées. Un triste quotidien. En France, on estime que les embouteillages coûtent plusieurs milliards d'euros par an. En Allemagne, on dénombre en moyenne 4200 km de bouchons par jour. Mais qu'est-ce qui peut bien causer tous ces ralentissements? C'est simple. Dans les deux pays, le transport de marchandises se fait essentiellement par camion. Pourquoi? Parce que c'est meilleur marché et plus rapide que le train ou le bateau. Une zone industrielle près de Constance, en Allemagne. Piotrek Nitzilak attend le chargement de son véhicule et il sait qu'il va devoir courir contre la montre. Ce camionneur polonais doit transporter une préparation fruitée jusqu'en Belgique où l'attend un fabricant de yaourts. Comme lui, d'autres routiers s'impatientent devant les portes de l'usine. Leur camion est encore vide et l'heure tourne. Celui de Piotrek devait être chargé pour 11 heures et il est déjà midi passé. Parfois, le chargement se fait tout de suite, mais il arrive aussi qu'on doive attendre 1 ou 2 jours. De façon générale, le métier de camionneur est difficile, bien plus qu'on ne le pense. Les gens n'ont pas idée. Les automobilistes surtout, ils ne se rendent pas compte. De fait, pour les conducteurs de poids lourds, le temps est compté. Dans la branche logistique, tout est planifié à la minute près. Si Piotrek ne livre pas son chargement aux producteurs de yaourts belges en temps et en heure, les chaînes de production devront être mises à l'arrêt. Chaque semaine, Piotrek fait 2 allers-retours Constance-Wevelgem en passant par la France. Il abat donc 4 fois 700 km en 5 jours. À l'aller, il transporte la préparation fruitée et au retour, des conteneurs vides. Le tout est orchestré depuis la Pologne par Krzysztof Popławski et sa petite entreprise de transport. En tant que transporteur, nous assurons l'interface entre l'expéditeur, le destinataire et le conducteur. Nous organisons le transport de A à Z. Nous devons mettre le véhicule à disposition pour le chargement à un moment précis et livrer la marchandise à destination, en l'occurrence en Belgique, également à une heure bien définie. Il organise des transports à travers l'Europe et au-delà. Il connaît les exigences de ce marché extrêmement compétitif. Les contraintes de temps notamment. De nombreuses entreprises veulent être livrées just in time, juste à temps, ce qui exige une logistique particulière. Aujourd'hui, les clients considèrent les livraisons just in time comme la norme. Et ils comptent dessus, car leur production doit être bien planifiée. Le transporteur doit faire en sorte que la marchandise soit livrée au bon moment. Si elle arrive trop tôt, elle doit être stockée quelque part. Et elle devient ce qu'on appelle un capital mort, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Notre rôle consiste donc à épargner ces frais de stockage aux entreprises en les livrant très ponctuellement. À Constance, le chargement commence enfin, avec 3 bonnes heures de retard. Piotrek ne peut plus espérer rattraper le temps perdu. Si la marchandise arrive trop tard chez le producteur qui l'a commandée, de lourdes sanctions menacent le transporteur, car on considère qu'il n'a pas respecté son contrat. Il risque même de perdre son client. On comprend donc qu'il mette tout en œuvre pour éviter ça. Piotrek est conscient de la pression qui pèse sur son patron. Il va devoir lui expliquer qu'il n'y est pour rien dans son retard. Ce sera ensuite à Krzysztof Popławski de contacter le destinataire en espérant qu'il fasse preuve de compréhension.
On va enfin pouvoir quitter Constance. On a attendu 5 heures avec les gars que la marchandise soit enfin chargée sur le camion. Il est 15 heures quand Piotrek prend la route. Sa journée de travail a commencé à 6 heures du matin. Légalement, il ne peut plus rouler que 4 heures aujourd'hui. Il devra passer la nuit en France. Le chef ne va pas être content. Il va falloir retarder la livraison de demain parce que je ne pourrai pas arriver dans les temps. Impossible. L'entreprise va devoir prendre son mal en patience. Je ne peux tout simplement pas livrer sa marchandise à l'heure prévue. La stratégie logistique des flux tendus permet aux entreprises de faire d'énormes économies. C'est pour ça que les transporteurs pratiquent le just-in-time. En France, en 2016, 338 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises ont été acheminées par la route. Le fret routier a représenté 88% du transport de marchandises, contre 10% pour le transport ferroviaire et 2% pour le transport fluvial. En Allemagne, sur les 666 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises transportées en 2017, 72% l'ont été par la route, contre 17% par le train, et une part négligeable par voie d'eau, canalisation et avion. À Bruxelles, nous rencontrons Michael Kramer. Député européen à partir de 2004, il se bat depuis des années pour révolutionner le secteur du transport. Il a dirigé pendant 3 ans la Commission des Transports et du Tourisme. Pour lui, le just-in-time pose un sérieux problème. Le just-in-time a amené les grandes entreprises à ne plus avoir d'espace de stockage. Avant, elles avaient de grands entrepôts où elles déposaient leurs stocks. Ces entrepôts n'existent plus. Ou plutôt, ils ont été déplacés sur les autoroutes. La voie de droite s'est quasiment transformée en entrepôt mouvant. Et qui le finance? Nous, les contribuables, pas les entreprises. De surcroît, un 40 tonnes détériore 60 000 fois plus les routes et les ponts qu'un véhicule particulier. Certaines sources affirment même qu'un semi-remorque cause à lui seul autant de dégâts aux équipements que 100 000 voitures. Rien qu'en 2018, un budget de 3,9 milliards d'euros a été alloué à l'entretien des autoroutes et des routes nationales allemandes. Celles-ci sont perpétuellement en travaux. Et cela coûte à la fois du temps et de l'argent aux contribuables. Tout cela génère un trafic monstre du fait que le transport routier est très bon marché. Une entreprise avait opté pour un transport 100% ferroviaire, mais elle a constaté que par la route, ça coûtait 50 € de moins par jour. Alors elle a finalement choisi les camions. Nous nous rendons en Pologne, où Volkswagen possède 9 sites de production, dont le plus important emploie 7000 salariés. Nous y voyons de nombreuses palettes marquées Kassel. Rien d'étonnant à cela, car si Volkswagen assemble ses véhicules en Pologne, l'entreprise ne produit pas pour autant toutes les pièces sur place. Volkswagen et BMW ne produisent plus tout à Munich ou à Wolfsburg. Certaines pièces sont fabriquées dans des pays d'Europe de l'Est où leur production revient moins chère. Bien sûr, ces pièces doivent ensuite être transportées d'un site à l'autre et les produits finis sont ensuite rapatriés. Bref, avec tout ça, le trafic routier ne fait qu'augmenter. Ce trafic donne beaucoup de travail à Rainer Elsner et Horst Hack. Les 2 policiers passent le plus clair de leur temps sur l'autoroute. Aujourd'hui encore, ils sont en patrouille, avec en ligne de mire les camions. Premier terrain de chasse du jour, une aire de stationnement pour poids lourds le long de l'A2. On regarde ce qui peut attirer notre attention. Avec l'augmentation du transport de marchandises par camion, le risque d'accident augmente également. Si un semi-remorque est considéré comme dangereux par les policiers, il est immédiatement retiré de la circulation. Les 2 policiers prennent en chasse un camion qui leur semble sérieusement déséquilibré. On va essayer de voir si le chargement a glissé
ou s'ils ont chargé tout ce qui était lourd d'un côté, en l'occurrence le droit, et tout ce qui était léger de l'autre, donc à gauche. Il s'agit d'un camion polonais. Les transporteurs d'Europe de l'Est envahissent de plus en plus le marché européen grâce à des prix défiant toute concurrence. Les policiers font signe au camion de s'arrêter à la prochaine aire. Ils vont contrôler à la fois le conducteur et son véhicule. Dans votre trailer, Katakarowski. Le semi-remorque sort d'une usine Volkswagen polonaise et se dirige vers le siège de l'entreprise, dans la ville allemande de Wolfsburg. On pense que si le camion penche d'un côté, c'est parce qu'à gauche, il y a les caisses légères en carton et à droite, les caisses plus lourdes en fer. Maintenant, il faut aussi qu'on regarde le volume de chargement. Et si les caisses rangées du côté droit sont pleines. Dans le pire des cas, ça peut poser problème si la route accuse une forte inclinaison. Et aussi dans les virages, surtout les virages à droite, s'il les prend à vive allure. Dans ce cas, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que le camion fasse une embardée, voire bascule. Ce serait vraiment embêtant. Et du coup, l'autoroute serait encore une fois fermée à la circulation à cause d'un camion. Et tout ça pour un chargement minime. Leer? Alles leer? Leer? Leer. VW. Ach, Tür. Ja, yes. Das ist leer, leicht. Und das ist... Les poids lourds qui circulent sur les routes ne sont pas tous chargés à bloc. Celui-ci n'est rempli qu'au tiers. Du côté droit, les caisses d'acier ou de métal qui sont chargées sur l'arrière du camion contiennent des pièces détachées de véhicules automobiles. C'est le côté où il penche. Le reste, ce sont des conteneurs en carton et en acier vide. Voilà pourquoi le camion est légèrement incliné. Nous avons malgré tout décidé de le laisser repartir comme ça. Parce que faire venir un chariot élévateur pour tout décharger et répartir différemment aurait un coût disproportionné. Le chauffeur s'en tire donc avec un sermon. Un camion qui fait tout ce trajet aussi peu chargé, cela n'a rien d'étonnant. En Allemagne, les chiffres sont effrayants. En 2016, les camions ont réalisé près de 37% de leur trajet à vide selon leur provenance. En France, le trafic à vide représente 18% de la distance parcourue par les poids lourds sous pavillon français. Ce qui peut étonner en revanche, c'est que Berlin est au courant. Le ministère allemand des Transports connaît les chiffres, et ce depuis des années. La part du trafic à vide est bien trop importante, c'est évident. Et le plus préoccupant, c'est que ce trafic a encore augmenté ces dernières années. Il est clair que nous devons le réduire. Et pour cela, nous avons besoin que les branches logistiques mettent en œuvre toute leur capacité d'innovation. Des poids lourds, encore des poids lourds. Ils bloquent les autoroutes, nous coûtent du temps et de l'argent. Et dire qu'une part importante de ces camions roule à vide. À eux seuls, les camions allemands parcourent chaque année quelques 6,5 milliards de kilomètres sans le moindre chargement. Un chiffre qui désespère Dirk Pfleger. Ce lobbyiste dirige l'Alliance pour le rail, une association qui souhaite mettre le transport ferroviaire à l'honneur pour désengorger les autoroutes. Si les poids lourds roulent à vide à travers le pays, ça veut dire tout simplement que le transport routier est bien trop bon marché, sans quoi ce ne serait pas rentable.
Il est clair que le transport de marchandises est trop bon marché en Allemagne et en Europe, quel que soit le mode de transport, mais surtout par camion. Et tant que cela ne changera pas, on devra vivre avec ces hordes de camions qui sillonnent l'Europe. C'est indéniable. Ce qui se passe sur les routes européennes est directement lié à cet état de fait. L'économie mise ostensiblement sur la route pour le transport de marchandises. On l'a dit, l'essentiel des marchandises est acheminé par camion. Mais les consommateurs ont une part de responsabilité. Tandis que le commerce de détail stagne, la vente en ligne connaît un essor phénoménal. Nous nous rendons en Pologne, où depuis quelques années, une grande partie des achats en ligne allemands est traitée. À Sadi, un village polonais situé à 160 km à vol d'oiseau de la frontière allemande, se trouve un immense pôle logistique appartenant à Amazon. Devant le site, une file interminable de semi-remorques. Mais pourquoi implanter ce centre logistique en Pologne ? Le marché polonais est à peine concerné par le commerce en ligne. Une question que se pose Michael Wall, qui coordonne le projet Mobilité équitable pour la Confédération des syndicats allemands et se bat pour les droits des routiers d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il rencontre des salariés d'Amazon qui se sont organisés en syndicats. La plus grande partie des marchandises est expédiée à l'étranger. Il n'y a que le transport interne qui a lieu en Pologne, ce qu'on appelle le transship, c'est-à-dire le transport entre les différents centres de distribution polonais. Nous avons tous les jours 50 000 transships à faire, 50 000 petites choses à transférer d'un site à l'autre. Tout ce réseau logistique interne à Amazon occasionne un nombre incroyable de trajets. Et tout ça pour avoir un certain éventail de produits sur les étagères. Ce n'est pas rationnel. Quantité de camions roulent à vide. Et rien que le fait que les articles soient transférés de l'Allemagne à la Pologne pour être déballés, puis réemballés avant d'être renvoyés, c'est très mauvais. D'un point de vue écologique d'abord, mais aussi financier. Donc les articles sont emballés ici et expédiés en Allemagne. Récapitulons. Les articles commandés par les clients allemands du géant du e-commerce peuvent être emballés en Allemagne ou en Pologne. Résultat, d'innombrables camions traversent l'Europe d'ouest en est. Au pôle logistique d'Amazon Pologne, les articles sont temporairement stockés, puis reconditionnés ou directement préparés pour l'envoi aux clients et réexpédiés en Allemagne. Cette course folle aux clients est typique d'Amazon. Très souvent, le camion doit partir à 15 heures précises. Et pour ça, tout le monde, des milliers d'employés doivent travailler à toute allure. Les responsables courent dans tous les sens pour que ces articles puissent être expédiés. Et le camion repart avec quoi? Un stylo-bille, un crayon, quelques feutres, un cahier. Ça arrive tout le temps qu'un camion quitte nos entrepôts presque à vide. Tous les jours. Toute l'année. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça en Pologne? Pourquoi? C'est très simple. Ils délocalisent beaucoup de sites allemands en Pologne parce que la main-d'œuvre y est meilleur marché. D'ailleurs, il paraît qu'Amazon va bientôt ouvrir un centre en Ukraine, parce que c'est encore moins cher là-bas. Le géant du cybercommerce a ouvert un 5e méga-site en Pologne. Comme les autres, il n'est pas très loin de la frontière allemande. Rien que ce pôle logistique emploie 5000 salariés. De l'extérieur, on voit qu'on s'y active 24 heures sur 24. Des navettes vont chercher les employés pour les amener sur le site. N'ayant pas obtenu l'autorisation de filmer à l'intérieur du centre, nous avons envoyé nos questions par écrit, mais elles sont restées sans réponse. Amazon a implanté des centres d'emballage en Pologne parce que les salaires y sont bas, mais aussi parce que le cybercommerçant redoute les grèves en Allemagne. Une explication confirmée par un autre employé polonais, interrogé par Michael Wall.
C'est une stratégie d'Amazon pour pouvoir faire face à d'éventuelles grèves. Si les salariés d'un entrepôt décidaient de protester en se mettant en grève, Amazon pourrait immédiatement transférer les commandes à un autre centre. Michael Val aborde également des camionneurs, mais aucun n'accepte d'être filmé. Comme le personnel des entrepôts, les conducteurs de poids lourds d'Europe de l'Est sont bien moins payés que leurs collègues d'Europe de l'Ouest. C'est vraisemblablement l'une des raisons pour lesquelles Amazon a adopté cet étrange modèle commercial qui consiste à faire transporter ses marchandises par camion de l'Allemagne vers la Pologne, puis à nouveau vers l'Allemagne. Ça montre que la logistique n'a rien à voir avec la logique. C'est totalement illogique ce qui se passe. Mais ça fonctionne. Parce que les gens qui travaillent là-dedans sont 4 fois moins payés que leurs homologues allemands, qui sont pourtant eux-mêmes exploités. Et aussi parce qu'en fin de chaîne, il y a un camionneur payé une misère. Amazon se fiche pas mal qu'il roule 500 km de plus ou de moins. Et pour couronner le tout, il faut livrer just in time. Si un client souhaite recevoir son colis le lendemain et qu'il n'est pas encore emballé, on remue ciel et terre pour qu'à 16 h, admettons, la commande sorte de l'entrepôt. Il peut très bien arriver qu'un camion parte avec seulement ce colis ou une seule palette. Ça montre bien l'absurdité de ce système. On se retrouve avec des poids lourds de 40 tonnes qui transportent 10 ou 20 kilos de marchandises. Rien que pour pouvoir livrer dès le lendemain. Qui dit commande en ligne, dit livraison individuelle. Et pour être compétitif, il faut les effectuer en un temps record. D'où la pléthore de camions. Quand je commande quelque chose sur Amazon ou sur un autre site de vente en ligne, on ne me demande pas si j'ai vraiment envie de recevoir l'article le lendemain ou si ça peut attendre une semaine. Bref, si je suis pressé de le recevoir ou non. On me vante toujours la variante la plus rapide et c'est celle qui est automatiquement sélectionnée. On peut aussi payer un supplément pour être livré encore plus rapidement, mais jamais on ne nous demande « Est-ce que vous seriez d'accord pour attendre un jour de plus ?» Nous retrouvons Piotrek sur une aire d'autoroute française. Il est encore une fois en route pour la Belgique, avec un nouveau chargement de préparation fruitée. Ce jeune homme de 25 ans partage sa vie entre les routes et les aires de repos. Piotrek dort dans son camion et se douche sur les aires de service. S'il se paie de temps à autre un café à la machine, le reste du temps, il se contente des vivres qu'il a emportés avec lui. La vie de routier est très dure, parce qu'on est toujours sur la route. On est tout le temps loin de chez nous, loin de notre famille. Piotrek travaille toujours 3 semaines d'affilée, après quoi il peut passer une semaine en Pologne avec sa famille. Aujourd'hui, une longue journée l'attend, rythmée par les temps de repos obligatoires auxquels il ne saurait déroger. Un appareil de contrôle électronique, le chronotachygraphe, les enregistre. Il est 6h57. Dans 3 minutes, je pourrai repartir. Je note toujours dans mon carnet d'où je pars et à quelle heure. Nous avons encore un peu de temps. Je démarrerai à 7 h pile. Aujourd'hui, ma journée de travail s'achève à 20 h. Elle s'étale donc sur 13 heures. Piotrek va devoir abattre plus de 500 km jusqu'à sa destination. Il a un nouveau créneau horaire pour la livraison qu'il n'a pas pu faire hier. Et cette fois, il doit absolument le respecter. Nous le voyons doubler des confrères plus lents. À quelle vitesse peut-il bien rouler? Là-dessus, motus et bouche cousue. Par exemple, si un camion roule à 85 km/h et un autre à 89 km/h, ces 4 km/h de plus ou de moins font une énorme différence sur un trajet de 100 km. Et cette différence vaut de l'or.
pour l'entreprise et pour le conducteur. Comparé au salaire moyen d'un travailleur polonais, le métier de camionneur est bien payé. Au salaire minimum de 500 € s'ajoutent des indemnités journalières. Selon les calculs de Michael Wall, cela fait un total d'environ 900 € par mois. Sur notre fiche de paie ne figure que le salaire minimum. Le reste, on nous le donne de la main à la main. Comme ça, les employeurs n'ont pas à payer de cotisations dessus. Mais du coup, on aura une retraite plus faible que les routiers qui peuvent déclarer l'intégralité de leur rémunération. Un camionneur français ou allemand gagne en moyenne environ 2500 € bruts par mois, contre 1500 pour un camionneur polonais. Et les routiers roumains ou bulgares sont encore moins bien lotis. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux reçoivent les salaires en vigueur dans leur pays, bien que travaillant en réalité pour des entreprises françaises ou allemandes. Voilà des années que ces inégalités de salaire sont âprement discutées à la Commission des Transports du Parlement européen. Mais aucune solution définitive n'a encore été trouvée. En tant que coordinateur du projet Mobilité équitable, Michael Wall passe le plus clair de son temps sur les autoroutes allemandes et leurs aires de repos. La Confédération des syndicats allemands a à cœur d'informer les routiers d'Europe de l'Est sur leurs droits. Michael Wall en a rencontré beaucoup qui sont exploités par leurs employeurs. Tu fais tout ton possible? Oui. Le pire, c'est qu'on ne mange que le soir. La journée, on doit speeder. Ce camionneur polonais sillonne les autoroutes depuis 21 ans. En 2 décennies, le métier a beaucoup changé. Avant, c'était plus tranquille. On n'avait pas toute cette pression qu'on a aujourd'hui. On ne devait pas courir sans arrêt contre la montre, rouler plus vite, charger plus vite. À l'heure actuelle, presque toutes les livraisons doivent se plier aux exigences du fameux Just in Time. S'il est profitable aux entreprises, c'est un cauchemar pour de nombreux routiers. Ils doivent être ponctuels envers et contre tout. Mauvais temps, embouteillage, tout en respectant les temps de repos obligatoires. Cette pression, le client l'a fait peser sur le transporteur, qui l'a fait peser sur les travailleurs du dernier maillon de la chaîne. Quand les chauffeurs n'arrivent pas à l'heure, ou qu'ils restent garés, peut-être parce qu'ils ont atteint le nombre d'heures maximum autorisé pour la journée. Très souvent, leur employeur les appelle. « Qu'est-ce que tu fais? Tu dois absolument livrer le client. Vas-y maintenant, dépêche-toi. Si tu te prends une amende, je la paierai. » Et certains conducteurs s'exécutent évidemment. Peut-être qu'ils font confiance à leur employeur. Sauf que s'ils se font contrôler, ils risquent de perdre des points et même leur permis à force. Et donc leur travail. Mais sur le moment, il faut croire que ça leur est égal. Cette pression que les transporteurs exercent sur les camionneurs entraîne forcément des comportements peu prudents sur les routes. Nous revoici sur l'A2, en Allemagne, où le trafic de marchandises est passé au peigne fin. Les uns après les autres, les camions jugés suspects défilent sur l'aire d'autoroute pour passer un contrôle en règle. Les brigadiers vérifient que la distance de sécurité a été respectée, et bien sûr la vitesse, l'application de la législation sociale, les documents de fret et la sécurité du chargement. Si amende il y a, les camionneurs étrangers sont tenus de la régler sur place, comptant ou avec la carte de crédit de l'entreprise. So, dann mal aufmachen. Ich sehe schon die Gurte kaputt. Aufmachen, hier. Nous retrouvons nos 2 policiers allemands. En montant à l'arrière du camion, l'un d'eux voit tout de suite que quelque chose ne va pas au niveau de la sécurité du chargement. Hier rüttelt sich der komplette Gurt auf. Am zweiten Gurt haben wir dieselbe Stelle nochmal. So, komplett aufmachen. Pour le conducteur, cet arrêt impromptu est une catastrophe. Il perd un temps précieux. Il essaie d'expliquer que ce n'est pas lui qui a chargé son véhicule et qu'il n'y peut rien si les sangles sont défectueuses. Il a l'air sincère, mais il n'en est pas moins responsable de la sécurité de son chargement. Ja. Ja.
Aber auch Fahrer, ja. Den wechseln und dann ist okay. Ja? Gut Auto rauf. No, hier. Hier? Ja, yes. La sangle défectueuse doit être changée sur place. Pendant ce temps, les policiers vérifient l'authenticité du permis et du passeport du chauffeur. Le nombre de contrôles de ce genre varie d'un pays à l'autre. Un camionneur peut rouler plus de 100 000 km sans se faire contrôler. Le peu de contrôle est souvent lié au manque de personnel. Pourtant, cette intervention prouve une fois de plus l'importance de ces contrôles. Sur les 41 camions et camionneurs qui se sont fait contrôler, 30 étaient en infraction. Horst Hack jette ensuite un coup d'œil au chronotachygraphe et constate que le camionneur aux sangles défectueuses a aussi enfreint le règlement en matière de temps de repos. So, Meister. Hier fehlt ein Pause. Pause? Ja, innerhalb von 24 Stunden. Si les périodes de repos sont inférieures de 3 heures au temps prescrit, le conducteur devra payer 90 € et le transporteur 270 €. Sur plus de 500 000 véhicules allemands et étrangers contrôlés en Allemagne en 2015, la moitié était en infraction. Il s'agissait souvent de manquements aux règles relatives au temps de conduite et de repos. Précisons que les sanctions sont nettement moins élevées en Allemagne que dans les pays voisins. Quand un camionneur se fait prendre en flagrant délit de dépassement de la durée de conduite légale en Belgique, il paye bien plus cher que ce qu'il aurait payé en Allemagne, où les sanctions sont peu élevées et les contrôles insuffisants. Nous sommes allés dans un poste de police faire une petite enquête. Un agent nous a raconté, hier encore, un camionneur a appelé pour nous dire « S'il vous plaît, contrôlez-moi. Ça fait 17 heures que je roule et mon chef m'interdit de m'arrêter. » On a souvent des appels de ce genre, et c'est fou ça, parce que ce ne sont pas seulement leurs employés que les patrons mettent en danger, mais tous les usagers de la route. Il faut instaurer des contrôles rigoureux et des sanctions plus sévères, et ne pas sanctionner le conducteur mais son patron, et lui dire au 3e camionneur de chez vous qui se fait prendre en flagrant délit, vous serez interdit de route pendant une semaine, la fois d'après ce sera un mois, ou bien on vous confisquera un véhicule. S'ils sentent qu'on ne plaisante pas, ils appliqueront la loi. Il n'y a qu'en multipliant les contrôles qu'on pourra éviter des fraudes potentiellement mortelles. Wojciech Cisla connaît bien ces pratiques. Il fait partie d'une équipe européenne de journalistes, Investigate Europe. Après avoir mené l'enquête pendant des mois et parlé à plus de 100 camionneurs de quelques 14 nations différentes, le réseau a dévoilé ses pratiques scandaleuses dans la presse de plusieurs pays. Il nous révèle quelques astuces employées par les fraudeurs. L'astuce la plus fréquente à ma connaissance consiste à placer un aimant dans le véhicule, n'importe où. Cet aimant empêche la carte de conduite du routier d'assurer sa fonction. Le capteur de mouvement du chronotachygraphe pense que le conducteur est en pause alors qu'il est en train de rouler. Cette pratique est bien sûr illégale et les amendes sont salées pour ce genre d'infraction. Mais il y a beaucoup de cachettes possibles dans un camion. Pour perdre un minimum de temps en cas de contrôle, les camionneurs acquittent l'éventuelle amende avec une carte bancaire fournie par leur employeur. Dans leurs calculs, les grandes entreprises de transport tiennent compte du fait que les conducteurs vont enfreindre la loi. C'est pour ça qu'ils leur fournissent des cartes bancaires à utiliser précisément dans ces cas-là. Pour beaucoup de transporteurs, la fraude fait partie du jeu. Dans leur course contre la montre, les conducteurs de poids lourds n'ont souvent pas d'autre choix que de commettre une infraction. Officiellement, les entreprises disent qu'elles n'étaient pas au courant, que c'est la responsabilité du conducteur. Sauf que le conducteur a reçu 10 coups de fil pendant les 2 dernières heures. Où tu es? Pourquoi t'es pas à l'heure? Ce genre de pression force les camionneurs à tricher.
Je crois que peu d'entre eux font ça de leur propre chef, par malhonnêteté. Ils le font parce qu'ils doivent arriver à l'heure à un endroit donné. Un règlement n'a de sens que si quelqu'un veille à ce qu'il soit respecté. Et Berlin ne l'ignore pas. Nous devons réagir. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Pour commencer, nous avons décidé de multiplier les contrôles en y affectant davantage de personnel. Nous avons réussi à imposer cela dans le budget fédéral. Et lorsque des infractions sont constatées, il faut vraiment que les sanctions soient conséquentes pour inciter les entreprises à agir différemment à l'avenir. En 2019, les amendes ne sont pourtant pas revues à la hausse. Et le nombre de contrôleurs augmente à peine. Résultat, le transport par camion reste avantageux comparé au réseau ferré. Les transporteurs anticipent les amendes et les intègrent dans leurs calculs. Ils savent qu'il y a peu de contrôles en Allemagne et que les contraventions sont peu élevées. Même si leurs conducteurs se font pincer régulièrement, le transport routier reste avantageux comparé au transport ferroviaire, où les règles de conduite et de repos ne sont pas aussi strictes. Si le train souffre de la concurrence, les transporteurs qui respectent la loi également. Ils ne peuvent pas proposer des tarifs aussi avantageux que ceux qui trichent. Or, les prix sont décisifs dans ce secteur ultra concurrentiel. Et qui trinque dans tout ça? Des hommes qui passent des semaines entières sur les routes, qui vivent dans leur cabine de 4 mètres carrés et dorment la plupart du temps sur des aires d'autoroute bondées. Il est presque 18 h. Les policiers allemands doivent faire appliquer des règles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça commence plus ou moins à cette heure-ci. Vu les longues heures de conduite que font les camionneurs, ou à cause des embouteillages, les parkings sont déjà à 75% remplis aux alentours de 18 h. Si les routiers ne trouvent pas de place pour se garer et prendre leur pause réglementaire, il est fréquent qu'ils s'arrêtent sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui est pourtant interdit. Mais il leur est également interdit de continuer à rouler. Rainer Elsner est contraint de les mettre à l'amende, même s'il est conscient de punir ainsi les mauvaises personnes. Comme je le disais, un conducteur de poids lourd est un être humain, pas une machine. Ce qui est embêtant, c'est l'aspect financier. Si un camionneur refuse de conduire d'une traite jusqu'à destination, c'est un autre qui le fera, pour un autre transporteur. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter le montant des amendes, ou trouver un autre moyen de rendre le transport ferroviaire plus attractif que le transport routier, histoire de désengorger les routes et de rendre le métier de routier moins stressant. Tant que les véritables bénéficiaires de ce système, les clients des transporteurs, ne seront pas amenés à prendre leurs responsabilités, rien ne changera sur les autoroutes et les aires de repos. Les camions continueront à se garer en randonnions sur des parkings archi-pleins et bon nombre de leurs conducteurs continueront à rouler pour un salaire de misère. Les transporteurs allemands comme français font eux aussi les frais de ce système. De plus en plus souvent, ils se font doubler par leurs homologues d'Europe de l'Est, qui paient leurs conducteurs beaucoup plus mal et offrent donc les mêmes services pour moins cher. Nous retournons voir Piotrek. Pour sa part, il s'en tient aux règles et doit respecter les horaires de chargement et de livraison. Aujourd'hui, nous le retrouvons en France, alors qu'il s'apprête à passer outre-Rhin. Une partie de son itinéraire se déroule en effet sur des autoroutes françaises, qui ont l'avantage d'être sans péage dans cette zone-là. L'ennui, c'est que beaucoup de transporteurs en profitent. Résultat, les embouteillages sont fréquents.
La circulation n'est jamais pareille d'un jour sur l'autre. Il y a des jours où on fait tout le trajet sans problème. Et puis il y en a d'autres où on a droit à des bouchons énormes. Il y a quelque temps, je suis resté coincé dans un bouchon de 12 km. Et j'ai perdu 4 heures. C'est le pire qui puisse lui arriver. Les camionneurs sont impuissants face au ralentissement engendré par les embouteillages. Les contraintes horaires n'en sont que plus difficiles à respecter, et cela fait encore grimper la pression qui pèse sur leurs épaules, sachant que les retards ne sont pas sans conséquences. Quand je me retrouve coincé dans un embouteillage, je me fais du souci. Et si ça n'avance pas et qu'on est tous quasiment à l'arrêt, ça devient vraiment problématique. Je dois immédiatement en informer le transporteur. En fonction du contrat de livraison qui a été signé, le transporteur peut se voir infliger une pénalité de retard. Piotrek est maintenant au milieu d'une foule de camionneurs, sur le tronçon autoroutier qui contourne Strasbourg. Pour les riverains, cet afflux de camions est synonyme de gaz d'échappement, bruit et particules fines. Une situation des plus préoccupantes pour le radiologue Thomas Bourdrel, expert en pollution atmosphérique pour plusieurs associations de protection de l'environnement. Il a publié de nombreux articles dans des revues médicales. Pour lui, Strasbourg est sérieusement affecté par l'augmentation du trafic routier de marchandises. L'autoroute passe à proximité directe de la ville et de certains quartiers résidentiels. Il veut mesurer la pollution de l'air avec Arnaud Schwartz, secrétaire national de France Nature Environnement. Les particules ultra fines issues du trafic routier sont les plus toxiques pour la santé, parce qu'elles vont pouvoir passer la barrière du poumon, gagner le système sanguin, entraîner une inflammation au niveau du système sanguin et provoquer des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. On sait que d'après l'OMS, les maladies cardiovasculaires représentent le 3/4 des décès liés à la pollution de l'air. Les particules fines sont dangereuses pour les personnes qui les respirent au quotidien ou qui sont affaiblies. Par particules fines, on entend des particules qui sont si légères qu'elles ne retombent pas au sol, mais restent en suspens dans l'air pendant un certain temps. Une fois inhalées, elles peuvent se déposer sur les voies respiratoires et provoquer des maladies. Ces particules fines ont des origines multiples. Certaines proviennent des gaz d'échappement, d'autres sont le produit de l'abrasion des freins. Là, sur le chiffre officiel, on a 29 microgrammes de PM10, on a 28. On connaît à peu près... Quand on se rend compte qu'ici, on a 79 millions de particules ultra fines par mètre cube et qu'on pense qu'un peu plus loin, là où il n'y a pas l'autoroute, on en a 3 fois moins à peu près. On comprend aussi que les personnes qui vivent ici à côté sont en danger, tout comme les personnes d'ailleurs qui utilisent l'autoroute parce qu'elles respirent cet air. Avec son appareil de mesure des particules fines, invisible à l'œil nu, Arnaud Schwartz peut déterminer leur quantité et leur taille. Pour les riverains de l'autoroute, les files de camions riment avec pollution à la fois visuelle, sonore et atmosphérique. Ils protestent notamment via des pancartes, mais pour l'instant, aucune amélioration de la situation n'est en vue. Non, nous sommes très énervés parce que tout le monde connaît les problèmes, tout le monde connaît les solutions, mais personne n'a le courage de les faire. Tout le monde sait depuis 10 ans, tous les experts disent qu'il faut arrêter de doser les PM10 parce que ça ne vaut plus rien. Il faut doser les particules ultra fines, donc il faut revoir les normes européennes. Tout le monde le sait depuis 10 ans, mais personne ne le fait parce qu'aucun État, la France, l'Allemagne, l'Italie, personne ne veut changer les normes. Donc il y a ce problème-là. On sait que les normes européennes aussi, elles sont trop laxistes. Il faut se rapprocher des normes de l'OMS. Ça aussi, on le sait depuis tout le temps, personne ne le fait. Même les limites actuelles pour les particules fines et les oxydes d'azote ne sont pas respectées. En mai 2018, Bruxelles a poursuivi la France, l'Allemagne et 4 autres États membres devant la Cour de justice de l'Union européenne. Aucun de ces pays n'a transposé dans sa législation nationale les directives européennes de qualité de l'air ambiant adoptées en 2010. Heureusement, nous avons une directive européenne de santé publique qui interdit certaines émissions de gaz.
L'Allemagne s'était prononcée en faveur de cette directive. Le gouvernement Kohl avait même consenti aux restrictions les plus sévères, je tiens à le dire. Mais quand il s'agit de les respecter, on a toujours des excuses. C'est pourquoi j'applaudis la Commission qui engage une action en justice. En plus, nous sommes dans une situation absurde, puisque nous subventionnons le diesel, bien sûr utilisé par les camions, à raison de 18 centimes d'euros par litre. Si les valeurs dépassent de beaucoup les seuils de pollution atmosphérique autorisés, c'est surtout à cause du diesel. Martin Schmidt s'en inquiète. Il travaille pour le Bureau allemand de l'environnement, qui en mars 2018 a publié une nouvelle étude sur les méfaits du dioxyde d'azote. Le bilan est effarant. Cette étude analysait le lien statistique entre la pollution au dioxyde d'azote et les décès prématurés dus à des maladies cardiovasculaires. En comparant les niveaux de dioxyde d'azote dans l'air des villes et celui des campagnes, elle en venait à la conclusion que la pollution au dioxyde d'azote était responsable d'au moins 6 000 cas de morts prématurés par an. En Europe, 75 000 personnes meurent chaque année à cause du dioxyde d'azote. Une pollution principalement engendrée par les gaz d'échappement des moteurs diesel. Si on tient compte d'autres polluants tels que les particules fines, le nombre de victimes augmente encore considérablement. Ce qui est intéressant dans l'étude qui a été menée au niveau européen, c'est qu'elle inclut les particules fines et que le nombre de décès prématurés s'en trouve multiplié par 5. Ça montre bien que ces particules fines représentent un énorme problème environnemental. Les particules fines tuent 48 000 personnes par an en France et 51 000 en Allemagne. Le professeur Hallanck, spécialiste des maladies respiratoires, nous explique à quel point ces particules sont dangereuses. Les particules inhalées qui ne sont pas assez fines pour pénétrer dans l'appareil cardiovasculaire via les alvéoles pulmonaires se déposent sur les voies respiratoires. Et les cils vibratiles ont alors la possibilité de les évacuer en provoquant l'expectoration. Plus les particules sont fines, plus il est probable qu'elles traversent la paroi des bronches et se retrouvent dans la circulation systémique, où le corps ne peut plus les éliminer aussi facilement, si bien qu'elles ont le temps de déployer leurs effets néfastes. Ainsi, c'est la taille des particules et leur capacité à s'introduire dans nos poumons qui déterminent leurs effets sur la santé. Cela peut aller d'une inflammation des muqueuses, du pharynx, de la trachée ou encore des bronches, à la formation de plaques sur la paroi des vaisseaux sanguins. De nombreux camions traversent le Rhin au niveau de Strasbourg. C'est un itinéraire privilégié par les transporteurs, car les autoroutes françaises situées à l'est du fleuve sont en partie gratuites. Le chemin le plus court pour s'y rendre passe à travers Strasbourg. Même si le tronçon qui traverse la ville est interdit aux poids lourds en transit, les contrôles sont quasiment inexistants. Résultat, les 40 tonnes s'y bousculent et les riverains respirent un air vicié, sans parler du bruit et des nuisances visuelles. Thomas Bourdrel tire la sonnette d'alarme. Les habitants qui sont exposés à cette triple pollution tous les jours courent un réel danger. Et Strasbourg n'est qu'une ville parmi tant d'autres en Europe à pâtir du trafic de camions. Ici, nous sommes devant une des routes les plus fréquentées de Strasbourg et fréquentée en grande partie par des poids lourds qui n'ont pas le droit de circuler. Et on a des vrais problèmes parce que c'est un quartier ici qui se développe de plus en plus. On a beaucoup de gens qui habitent ici et les gens se plaignent de la pollution de l'air et du bruit. Les risques pour la santé sont particulièrement élevés pour les personnes qui habitent ou travaillent le long des routes de raccordement. On a des exemples de gens qui ont travaillé ou vécu le long de cette route pendant 10 ou 20 ans et qui ont des cancers ORL ou du poumon et qui n'ont jamais fumé et donc que l'on peut attribuer directement à la pollution de l'air, notamment aux particules diesel.
Le trafic routier ne rend pas seulement les gens malades, il occasionne également des frais importants. En France, le Sénat a estimé le coût de la pollution atmosphérique à 100 milliards d'euros en 2015. En Allemagne, on parle de 40 milliards d'euros par an de dommages causés par les particules fines, les oxydes d'azote et les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le contribuable qui paie, via ses impôts et ses dépenses de santé. On peut citer l'exemple de la taxe sur le diesel, plus faible que celle qui est appliquée sur l'essence. Chaque année, cela représente environ 7 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. C'est un cadeau fait aux contribuables qui roulent au diesel. On peut dire que sur ces 7 milliards et demi, la moitié est offerte aux camions et l'autre aux voitures. 7 milliards, ce n'est pas rien. Plus de 500 000 poids lourds sont immatriculés en France et plus de 3 millions en Allemagne. Presque tous roulent au diesel. Le trafic de poids lourds est massivement subventionné par nous tous. Si on calculait ce qu'on donne à chaque camion, ce sont bien sûr des calculs hypothétiques, mais ils ont été faits par des gens très sérieux qui parlent de plusieurs milliers d'euros par camion. Ça ferait beaucoup. On pourrait rendre les choses plus équitables en faisant payer ceux qui causent les dommages. Rappelons qu'à lui seul, un poids lourd de 40 tonnes abîme autant les routes et les ponts autoroutiers que 60 000 voitures. Or, les autorités estiment que le trafic routier de marchandises va encore fortement augmenter. J'ai bien peur qu'on doive se préparer à rester coincé dans des bouchons quasi permanents sur les autoroutes. Les politiques ont trop longtemps fermé les yeux sur le problème. Et si l'on considère qu'un accident de la route mortelle sur 5 implique un camion, on comprend que la densité du trafic des poids lourds est également problématique sur le plan de la sécurité routière, et pas seulement sur celui de la politique climatique, ou parce que ça occasionne des bouchons. En 2017, les accidents de la route dans lesquels étaient impliqués des véhicules de transport de marchandises ont accusé une forte baisse en France. En revanche, en Allemagne, ils ont fait 794 victimes, une augmentation de 6% par rapport à 2016. Même si les camions sont aujourd'hui plus sûrs grâce à un dispositif de conduite assistée et que les moteurs sont plus propres, l'augmentation exponentielle du trafic de semi-remorques entraîne encore un autre problème. L'essor du transport routier de marchandises a annihilé tous les efforts d'efficacité énergétique. Certes, les camions consomment moins de carburant qu'avant, mais à côté de ça, ils roulent davantage et transportent de plus en plus de marchandises, si bien qu'ils polluent forcément beaucoup plus. Il suffit de regarder les chiffres de ces dernières années. De 1990 à aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 50%, le transport routier de 90%. Donc le fait qu'il soit plus propre ne compense rien. L'Allemagne s'était donné pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2020. Mais elle arrivera tout juste à les réduire de 32%. L'essentiel des émissions provient des poids lourds, qui rejettent 103 grammes par tonne kilomètre. Les émissions du transport par voie d'eau et du fret ferroviaire sont nettement inférieures. Il est clair qu'on ne réussira pas à rendre les poids lourds plus respectueux de l'environnement et du climat. Pour le climat, c'est certain. Avec les systèmes de propulsion actuels, nous ne pourrons pas remplir les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Le premier pas viendrait-il de la France? Quai numéro 1 de la gare routière de la Défense, à Paris. À première vue, c'est un arrêt de bus comme un autre. Mais pas tout à fait. Depuis mars 2018, c'est le point de départ du premier autocar 100% électrique à assurer une liaison moyenne distance en Europe. Selon la compagnie Flixbus, ce serait même une première mondiale. Ce véhicule électrique fait tous les jours l'aller-retour Paris-Amiens. Les 150 km qui séparent les deux villes, il les parcourt sans dépenser le moindre litre de diesel. Petite précision, cet autocar à propulsion écologique n'est pas fabriqué par un constructeur européen.
Cet autocar a été fabriqué par un constructeur chinois. Nous savons que les constructeurs européens développent eux aussi cette technologie. Seulement voilà, ils n'en sont pas encore au niveau de leur homologue chinois. Mais nous espérons pouvoir mener notre prochain projet avec un acteur européen. Si le car électrique ne résout pas le problème des autoroutes engorgées, c'est un important pas en avant vers un avenir plus propre pour le trafic longue distance. Et pour ne rien gâcher, l'autocar électrique offre un meilleur confort. La différence, c'est tout simplement, eh bien, vous n'avez pas ce bruit sonore du moteur qui est très dérangeant à la fois pour la clientèle et à la fois pour le conducteur. Et puis un car 100% électrique, donc qui ne rejette pas de gaz à effet de serre et qui est complètement écolo. Il a exactement aussi les mêmes caractéristiques qu'un car thermique, à savoir les options sont exactement les mêmes, il n'y a rien qui change du tout à ce niveau-là. À l'achat, un car 100% électrique coûte à peu près 2 fois plus cher qu'un car à moteur diesel. En revanche, les frais d'exploitation sont nettement moins élevés. L'électricité est extrêmement bon marché comparée au diesel. Cette nouvelle façon de voyager plaît particulièrement aux jeunes. Il faut, de nos jours, l'environnement, il se dégrade énormément. Donc si les bus qui circulent énormément, qui font beaucoup de trajets par jour, peuvent participer à la protection de l'environnement, c'est quelque chose de très bien. Ouais. C'est moins polluant pour l'environnement et utilise les notions de développement durable en fait. C'est mieux car le changement climatique est bien réel. Pour faire le trajet Paris-Amiens, un autocar classique brûle 70 € de diesel. Avec un autocar électrique, le budget se résume à une dizaine d'euros. Mais pour faire le plein, il faut 2 bonnes heures et demie. Temps pendant lequel l'autocar ne peut pas rouler, ce qui a bien sûr un coût. D'autre part, 150 km, c'est la distance limite qu'un car électrique peut parcourir avant de devoir recharger ses batteries, pourtant de taille. 3 batteries, première, deuxième et troisième batterie. Très gros volume, d'accord? Et ensuite, de l'autre côté, vous en avez 3 autres. Aujourd'hui, Flixbus propose aussi une liaison longue distance outre-Rhin, assurée par un autocar électrique également de fabrication chinoise. Et ce, au royaume de l'industrie automobile. Le Salon international des véhicules commerciaux, édition 2018. Ce salon est le principal rendez-vous mondial du transport, de la logistique et de la mobilité. Fabricants de poids lourds, transporteurs, équipementiers et autres sous-traitants, plus de 2100 exposants venus de 50 pays présentent à Hanovre leurs dernières innovations. Entre autres thèmes phares, les systèmes de propulsion alternatifs et l'électromobilité. Pour le trafic longue distance, les industriels allemands continuent à miser sur les moteurs diesel, très performants. La production de systèmes d'entraînement alternatifs outre-Rhin n'est pas pour demain. On commence tout juste à y développer des autobus électriques pour le transport urbain de voyageurs. Question électromobilité, les constructeurs asiatiques mènent la danse. C'est d'ailleurs l'entreprise chinoise Build Your Dreams qui a fabriqué le premier autocar électrique à circuler sur les routes allemandes depuis fin 2018. Nous nous sommes implantés en Europe en 2012. Et croyez-moi, les débuts n'ont pas été faciles. D'abord parce que les gens n'étaient pas ravis de voir débarquer une entreprise chinoise. Et ensuite parce qu'ils ne croyaient pas à l'électrique. Des autocars électriques, plus tard peut-être. Bref, ça a été assez difficile dans les premiers temps. À l'origine, Build Your Dreams fabriquait des batteries. Puis l'entreprise s'est lancée dans la construction de voitures et de poids lourds il y a une quinzaine d'années. Nous sommes des pionniers et nous en sommes fiers, car nous pensons que le plus important dans un autocar électrique, c'est la batterie. Et nous nous y connaissons en batterie. Une batterie, c'est un écosystème et pas seulement un composant. Contrairement à l'industrie du diesel qui est très mature, l'industrie des autocars électriques n'en est qu'à ses balbutiements. C'est pourquoi il est important que les constructeurs connaissent bien tout ce qui compose le véhicule, qu'ils maîtrisent la construction de A à Z. Avec ses 15 ans d'expérience dans les véhicules utilitaires,
Build Your Dreams compte aujourd'hui parmi les grands acteurs de la branche. Les Allemands sont très à la traîne. Daimler fête seulement maintenant une première sur le salon IAA 2018. Le Edzitaro est son premier bus entièrement électrique destiné à être produit en série. Moins d'émissions polluantes sur les trajets courts, c'est déjà ça. En revanche, pour ce qui est de rendre plus propres les transports sur grande distance, l'Allemagne reste absente. Un petit constructeur automobile de la Saxe essaie quant à lui de convertir à l'électrique de lourds véhicules tracteurs. On essaie de rattraper notre retard et on a bien avancé dernièrement. J'espère qu'on pourra bientôt proposer des produits qui soient un peu plus à la page. Mais vous avez raison, nous avons pris un sérieux retard. À défaut d'électrifier le fret longue distance, les Allemands misent sur un fret urbain plus propre. Ladies and gentlemen, I'm so proud to say this is the world premiere of the MAN City. It's such a beautiful vehicle, just simply fantastic. Le plus urgent, c'est de résoudre les problèmes qui se posent au niveau urbain. Vous avez tous entendu parler des seuils de pollution qui sont dépassés dans de nombreuses villes. C'est pourquoi nous faisons ce premier pas. Les véhicules que vous voyez derrière moi roulent sans produire la moindre émission et en silence. Zéro pollution, au moins sur les courtes distances. Voilà la solution de l'industrie automobile allemande qui n'a pour l'heure aucune intention de miser sur autre chose que le diesel pour les longues distances. Avec un argument de poids, les constructeurs de véhicules utilitaires comme de voitures particulières affirment haut et fort que le passage à l'électromobilité mettrait nombre de salariés au chômage. Le lobby du diesel joue certainement un grand rôle dans tout ça, mais c'est aussi une question de développement industriel. Il faut bien comprendre que toute une industrie s'est efforcée de concevoir des véhicules diesel toujours plus efficaces et que maintenant on lui demande de changer de technologie. La situation est embarrassante pour les constructeurs, puisque le savoir-faire de leurs salariés est rendu obsolète. Pour répondre à cette nouvelle demande, ils devraient dorénavant s'adresser à des électriciens, des électromécaniciens et renvoyer tous les autres, tous les spécialistes de la technologie diesel. Vous voyez que ce n'est pas si simple. On ne peut pas tout envoyer balader comme ça. À Bruxelles, de nombreuses mesures anti-diesel sont en gestation. C'est pourquoi la lutte de l'industrie automobile allemande commence ici. Le lobby automobile fait partie des groupes de pression les plus puissants et les plus influents à Bruxelles. Olivier Hudeman, spécialiste des lobbies, sait très bien pourquoi la pression exercée par l'industrie automobile allemande est couronnée de succès. Les lobbyistes exploitent le fait que l'industrie automobile a la réputation de créer des emplois. Et ils se servent de l'argument selon lequel un durcissement des règles imposées aux constructeurs de poids lourds détruirait beaucoup d'emplois. C'est l'un de leurs arguments les plus puissants et ils n'hésitent pas à l'utiliser à outrance. Olivier Hudeman nous conduit dans les bureaux du groupe de pression au service de Volkswagen. Selon lui, c'est le lobby automobile le plus présent à Bruxelles. Son siège se trouve précisément en face du Parlement européen. Ce qu'ils font, par exemple, c'est rédiger des propositions d'amendement des lois qui sont débattues au Parlement européen. Et ils les envoient aux députés qui sont dans leur camp pour qu'ils les soumettent au vote. Selon Olivier Hudeman, une quarantaine de lobbyistes travaillent à Bruxelles pour le seul compte de la marque. Ce contact étroit avec les décideurs européens ne peut que profiter au groupe, qui investit des millions dans son travail de lobbying. Nous le savons car nous avons reçu une copie de l'un de ces amendements qui s'est avéré avoir été rédigé par Volkswagen. Nous avons ici la proposition d'amendement de la loi européenne sur les émissions. Et quand on ouvre le fichier sous Word, on peut voir dans les propriétés du document qu'il a été tapé sur un ordinateur de chez Volkswagen. C'est un exemple de la façon dont Volkswagen utilise ses contacts rapprochés avec les députés européens pour influencer le processus de décision. Lobby Control, une ONG allemande qui promeut plus de transparence à Bruxelles, estime qu'environ 25 000 lobbyistes font ainsi pression sur les députés européens. Et quand ils ne peuvent vraiment pas empêcher une loi de passer, ils trouvent d'autres astuces pour sauvegarder les intérêts des industriels.
Un exemple choquant de ces pratiques remonte à quelques années. Le Parlement débattait d'un durcissement de la réglementation sur le diesel, qui n'était pas au goût de la Fédération des constructeurs automobiles allemands. Alors celle-ci en a discuté avec la chancelière, Angela Merkel, et l'a convaincue d'appeler le président de la Commission européenne pour lui demander d'être moins exigeant. Voilà comment ça marche. 24 heures plus tard, les objectifs en matière de réduction des émissions avaient bel et bien été revus à la baisse. Le lien puissant qui existe entre les constructeurs automobiles et le gouvernement allemand se fait donc sentir jusqu'à Bruxelles. Et la politique climatique européenne s'en ressent. Ils n'ont pas voulu prendre en marche le train de l'innovation et ils ont toujours eu le soutien du gouvernement. À se faire des courbettes et à se rendre des services mutuellement, voilà où ils en sont aujourd'hui. Sur le Salon international des véhicules commerciaux, le numéro 1 de l'industrie automobile allemande présente fièrement son nouveau vaisseau amiral, un méga-tracteur de semi-remorque avec moteur diesel, bien sûr. Les journalistes de la branche peuvent en prendre bonne note. Les choses restent en grande partie comme elles sont. Décidément, pour le transport longue distance, il n'y a guère de changement à attendre. Du côté des poids lourds, l'électrification va sans aucun doute prendre plus de temps. Je suis sûr que le diesel va nous accompagner encore très longtemps. Le ministre allemand des Transports est sur le salon. S'il ne s'étend pas sur l'électromobilité, il mentionne fièrement les investissements réalisés dans les infrastructures de transport. Wir haben die Sicherheit der Investitionen. Wir haben die Investitionslinie auf hohem Niveau und deswegen wollen wir an dieser Stelle weitermachen. Durch Ihr Tun, nämlich den wirtschaftlichen Wohlstand, durch die wirtschaftliche Prosperität können wir Rekordsteuereinnahmen verbuchen und die wollen wir wieder reinvestieren in die Regionen. Andreas Scheuer dispose donc d'un budget record. Par le biais du programme fédéral de développement des infrastructures de transport, son ministère prévoit d'injecter jusqu'à 270 milliards d'euros dans l'aménagement des voies de communication d'ici 2030. Mais les spécialistes du transport craignent fort qu'une fois de plus, la majeure partie de la somme n'aille dans les routes nationales et les autoroutes, et non dans le rail. Nous nous rendons à Berlin. Qui l'emportera, de l'électricité ou du diesel polluant? Ces 270 milliards d'euros favoriseront-ils le tournant écologique dans le milieu des transports? Depuis très longtemps, il y a une contradiction entre ce que les politiques disent et ce qu'ils font, tout parti confondu. Ils ont toujours déclaré vouloir promouvoir le rail. Et les gens ont bien voulu croire en ceux qu'ils avaient élus. Mais ce n'étaient là que des beaux discours qui ne se traduisaient pas sur le plan stratégique. Le programme allemand de développement des infrastructures de transport se compose d'1 millier de projets, dont plus de 41% concernent le rail. C'est du jamais vu. Mais Dirk Pflege n'y croit pas beaucoup. Ce programme, adopté au cours de la précédente législature, est un catalogue de besoins. Une liste de vœux, comme diraient les mauvaises langues. Ce n'est pas un plan de financement. Le gouvernement se targue d'investir des milliards dans le rail. Plus de 100 milliards d'euros d'ici 2030. Ça paraît beaucoup, mais ça ne veut pas dire, loin s'en faut, que cet argent va véritablement être débloqué. Et que disent les chemins de fer allemands? La Deutsche Bahn ne souhaite pas s'exprimer devant nos caméras. Mais elle nous répond par écrit que le gouvernement allemand a beaucoup fait pour le réseau ferré et que la nouvelle coalition au pouvoir le soutient également. Nulle trace de critique vis-à-vis de la politique du pays en matière de transport. La Deutsche Bahn est une entreprise d'État, non? Quelle entreprise voudrait s'opposer publiquement à son propriétaire? Même si ses dirigeants prétendent souvent le contraire, la Deutsche Bahn n'est pas une entreprise ordinaire. Elle ne se comporte pas du tout comme Volkswagen ou Daimler, y compris vis-à-vis du monde politique. Entre le gouvernement et les chemins de fer allemands, c'est un peu comme entre le cuisinier et le serveur. Le rail a pourtant des arguments convaincants. Un seul train de marchandises long de 740 mètres remplace 52 poids lourds.
À quelques kilomètres au sud de Hambourg, se trouve la plus grande plaque tournante d'Europe du transport ferroviaire de marchandises, la gare de triage de Machen. Une installation gigantesque où sont assemblés et désassemblés les trains de marchandises. La plus grande gare de fret d'Europe et la deuxième plus grande au monde. On n'y compte pas moins de 112 quais, où les trains qui arrivent sont démontés et leurs wagons triés en fonction de leur destination, puis assemblés pour former de nouveaux trains. Une centaine quitte ainsi Machen chaque jour. C'est également de Machen que part le train de marchandises le plus long d'Allemagne. Le voici en route pour le Danemark. Ce méga-train mesure 835 mètres de long. Fred Lundsmann effectue un contrôle technique en règle avant chaque départ. Il travaille pour la Deutsche Bahn depuis près de 40 ans. Celui-ci a 39 wagons, mais ça peut aller jusqu'à 45. Et je dois me pencher 45 fois pour vérifier que les ressorts ne sont pas cassés, que rien ne pend sous le wagon, que les portes sont bien fermées. Bien compris ici jusqu'à 4000 wagons par jour, le trafic ferroviaire est loin d'être saturé. Il pourrait tout à fait supporter un plus gros volume de fret journalier. Quand on pense à tout ce que peuvent transporter des trains d'une quarantaine de wagons sans polluer l'atmosphère. Un train comme celui-là peut facilement transporter 1600 voire 2000 tonnes de marchandises. Certains supportent même des chargements encore bien plus lourds, mais 1600 tonnes, c'est tout à fait courant. Des milliers de tonnes de fret, transportées sur le rail et non sur la route. Si on calculait le nombre de camions nécessaires pour transporter tout ça, on verrait les économies réalisées comparées au transport routier. Je fais moi-même 70 km d'autoroute tous les jours. Et je peux vous dire qu'un train comme celui-là, c'est le rêve. Ça dérange beaucoup moins de gens que les camions. Ce train-là remplace une soixantaine de poids lourds. Mais c'est un cas particulier. En règle générale, les trains ne doivent pas dépasser les 740 mètres. Sans quoi, ils ne tiennent plus dans les voies d'évitement et sont même trop longs pour certains quais. Selon l'Alliance pour le rail, plus de 60% des trains de marchandises qui circulent sur le réseau ferré allemand mesurent moins de 600 mètres. Et seulement 11% dépassent les 700 mètres. Le développement du fret ferroviaire échoue pour des raisons idiotes, comme le trop petit nombre de voies d'évitement. Les trains de marchandises étant beaucoup plus lents que les trains de voyageurs, ils doivent pouvoir les laisser passer, mais pour cela, il faut des voies d'évitement, et suffisamment longues pour accueillir des trains de 740 mètres, sans quoi ils risquent de bloquer toute la ligne. Voies d'évitement inadaptées, rétrécissement, lignes encombrées, les excuses ne manquent pas pour écarter le rail. Les trains doivent aussi s'arrêter fréquemment en raison de défaillances techniques, qui coûtent cher en réparation et en temps perdu. La concurrence des prix est féroce entre camions et trains de marchandises. Quelques euros peuvent faire la différence et inciter une entreprise à choisir plutôt le train que le camion ou l'inverse. D'autre part, beaucoup de poids lourds viennent d'Europe de l'Est. Et pour citer un exemple, il y a 13 postes frontaliers sur le réseau ferré qui relie l'Allemagne à la République tchèque. Et un seul est électrifié. Donc, si on veut aller de la République tchèque en Allemagne par le train, on ne peut emprunter que ce passage-là. Tandis que les poids lourds traversent la frontière sur les autoroutes, de nombreux trains de marchandises sont contraints à marquer une pause longue et fastidieuse. Côté allemand, la plupart des passages frontaliers sont dépourvus de caténaires. Par conséquent, on est obligé d'échanger la locomotive électrique contre une locomotive diesel, pour ensuite en rechanger. Tout cela coûte du temps et de l'argent, et représente un désavantage concurrentiel majeur pour les trains de marchandises.
D'un point de vue économique, recourir au train n'a aucun sens. C'est l'une des raisons pour lesquelles les autoroutes allemandes sont envahies par les camions d'Europe de l'Est. Parce qu'on a beaucoup de mal à faire passer les frontières aux trains de marchandises, alors que les poids lourds peuvent aller partout en toute liberté. Exemple, le tronçon qui relie Wojtanów en République tchèque et Plauen dans la Saxe. Côté tchèque, les caténaires arrivent jusqu'à la frontière. Côté allemand, près de 60 km sont dépourvus de câbles électriques. Par conséquent, cette section de voie ferrée est pour ainsi dire morte. Les trains de marchandises s'y font rares. Les camions, eux, roulent le plus librement du monde sur les routes voisines. Les habitants d'Adorf, dans la Saxe, en savent quelque chose. La petite commune allemande n'est qu'à quelques kilomètres de la frontière tchèque et d'une route très fréquentée par les semi-remorques. Le trafic de poids lourds est très dense par ici. Il en passe énormément tous les jours parce que le poste frontière tchèque est tout près et qu'ils veulent tous passer par là. Je dirais qu'il en passe bien 100 à 150 par jour. On est carrément sur la nationale, aux premières loges. Ce n'est vraiment pas agréable. Pour ceux qui habitent sur la route principale, le bruit est infernal. Et c'est très dangereux. Le feu est souvent en panne. On ne peut pas laisser les enfants traverser tout seuls. Les camions se succèdent et ne ralentissent pas, alors un accident est vite arrivé. Les conséquences du trafic de poids lourds font régulièrement débat au conseil municipal. Nous rencontrons Rico Schmidt, le maire de la petite commune. Il nous apprend que le réseau ferré et la gare ferroviaire ont perdu beaucoup de leur importance ces 30 dernières années. Avant 1989, c'est-à-dire du temps de la RDA, il y avait une grande gare de triage ici. Mais après la réunification, petit à petit, tout a été démantelé. Et le reste est parti avec. Avant, il y avait beaucoup de grandes entreprises à Adorf. Elles disposaient d'un raccordement ferroviaire direct. C'était capital pour la production. Mais on n'a plus rien de tout ça aujourd'hui. Le trafic ferroviaire de marchandises, autrefois si efficace, a été remplacé par 2 routes nationales à fort trafic qui traversent la ville de part en part. Le maire en est réduit à espérer que les projets des autorités en matière d'infrastructure seront menés à bien. Voilà le programme régional de développement des infrastructures de transport d'ici 2025. Ça, c'est le tronçon ferroviaire qui relie Plauen à Wojtanów. Le programme prévoit la construction d'une 2e voie et l'électrification du tronçon. Ça permettrait de transférer une partie des marchandises sur le rail pour réduire le trafic routier, notamment de transit. Sur les 57 lignes transfrontalières que compte l'Allemagne, 30 ne sont pas électrifiées. Et seulement 3 le sont en direction de l'Europe de l'Est. Ces insuffisances freinent considérablement le trafic ferroviaire de marchandises entre les pays européens. C'est une catastrophe. Et pas seulement le fait que seulement 3 lignes soient électrifiées, mais aussi le fait qu'on dépense des milliards pour bâtir un réseau ferré européen depuis 30 ans, et que ce réseau ferré est totalement décousu et plein de trous précisément aux frontières. Le port autonome de Strasbourg fait partie du réseau transeuropéen de transport, le RTET. Ce programme de développement des infrastructures de communication de l'Union européenne prévoit une meilleure coordination entre les différents modes de transport et entre les différents réseaux nationaux pour créer d'importants corridors pan-européens de transport. Ce réseau, alliant notamment rail et transport fluvial, est la solution européenne à l'engorgement toujours croissant des axes routiers par les camions de marchandises. Le RTET est un programme important parce qu'il ne tient pas seulement compte des logiques nationales, mais aussi d'une logique européenne globale. Il comprend par exemple le corridor Stockholm-Palerme et celui qui traverse les pays baltes en reliant Berlin à Tallinn. Tout cela est très sensé. L'ennui, c'est qu'en règle générale, on ne concrétise que ce qui convient individuellement à chaque État.
Souvent, ce sont les réglementations nationales qui freinent le développement du transport de marchandises par rail. Pour Jean-Louis Jérôme, tout ça n'est pas nouveau. Le directeur général du port autonome de Strasbourg connaît bien les difficultés rencontrées à la frontière franco-allemande. Les réglementations ne sont pas les mêmes, les systèmes de sécurité ne sont pas les mêmes, et ceci nous pose beaucoup de problèmes. Pour donner un exemple qui est frappant, le port de Kehl se situe à 300 mètres d'ici. Il faut environ 4 heures par un train pour faire Kehl-Strasbourg, ce qui est évidemment impossible et très cher aujourd'hui. Chaque année, 450 000 conteneurs sont transbordés dans le port autonome de Strasbourg. Ils viennent du monde entier et arrivent en Alsace via le Rhin. Les 2/3 poursuivent leur chemin, beaucoup en direction de l'Allemagne. L'objectif de l'Union européenne à l'horizon 2050 est de convertir au transport par train ou voie d'eau la moitié du transport de marchandises longue distance qui s'effectue actuellement par camion. Tout ce qui est transport par train ou voie d'eau est aujourd'hui extrêmement écologique puisque, par exemple, sur les consommations d'énergie et les émissions de CO2, nous sommes à 5 à 6 fois moins qu'un transport par camion. Par ailleurs, nous avons également des réductions de congestion, etc. extrêmement importantes. En revanche, côté prix, le camion bat ses concurrents directs. C'est bien pour ça qu'il a la cote et qu'on boude le train et les voies d'eau, alors qu'ils ont la capacité de transporter davantage de marchandises. Le fret pourrait notamment être doublé sur le Rhin. Il y a d'énormes possibilités aujourd'hui encore de transférer de la marchandise depuis le camion sur la voie d'eau ou le train. N'oublions pas qu'un bateau, c'est 220 camions. Un train, c'est à peu près 80 camions. Donc on a vraiment des possibilités de décharger sur la longue distance les autoroutes par rapport à cette question-là. Nous voici en Suisse. C'est à peine si on aperçoit un camion sur l'autoroute. Mais ce qu'on voit juste à côté, c'est un excellent réseau ferroviaire à double voie. Nos voisins ont réussi à transférer le fret de la route sur le rail. Chez eux, 37% des marchandises sont acheminées par le train. C'est presque 4 fois plus qu'en France et 2 fois plus qu'en Allemagne. On arrive même à 70% pour le trafic de transit. Ceci est la conséquence d'une politique de transport courageuse que l'Office fédéral suisse des transports a veillé à faire appliquer rigoureusement. Car là aussi, le transport de marchandises par camion prenait des proportions effrayantes. Le nombre de poids lourds qui traversent les Alpes suisses a énormément augmenté depuis les années 1970. Cela nous préoccupe beaucoup. Il a dépassé la barre du million dans les années 1980. Et en 2001, il a atteint son pic avec 1,4 million de trajets par camion. La Suisse mise donc depuis plus de 30 ans sur une politique des transports durables. Approuvée par les électeurs et solidement ancrée dans la Constitution depuis 1994. Des milliards ont été investis dans le rail pour l'électrification, la création de voies multiples et autres modernisations. L'objectif ? Protéger le milieu alpin des conséquences néfastes du trafic de transit. Le déclencheur a été la prise de conscience que tout cela nuisait à l'environnement et à la population, notamment à cause du bruit, mais aussi à cause des gaz d'échappement. Chaque camion en moins diminue un peu cette nuisance. Les marchandises sont transférées sur des trains dès la frontière, parfois même avant. À Fribourg-en-Brisgau, par exemple. La stratégie suisse du transfert de marchandises commence en Allemagne. Air Alpine exploite l'autoroute roulante, ou Rolla. Il s'agit d'un système de ferroutage, autrement dit de transport combiné rail-route, qui consiste à charger des camions complets sur un train. Plus de 100 000 de ces colosses lourds de quelques 40 tonnes traversent ainsi les Alpes chaque année. Cela réduit la pollution et désengorge les autoroutes. Lars Asmus et son équipe chargent et déchargent en moyenne 62 trains de camions par semaine. Sur la route, ces poids lourds formeraient un convoi long de 80 km.
L'idée de base de la Rola est de pouvoir accueillir presque tous les modèles de camions. Ils n'ont pas besoin de répondre à des critères spécifiques pour pouvoir monter sur les trains. À condition de ne pas dépasser certaines limites en termes de largeur, de hauteur et de poids, n'importe quel camion peut emprunter la Rola. La Rola part de Fribourg, traverse la Suisse et atteint son terminus à Novara, en Italie. Le voyage dure 9 heures. Installés dans un wagon de repos, les chauffeurs de camions ont amplement le temps de faire leur pause réglementaire. Pour les transporteurs, l'avantage est significatif. Ce système permet de respecter les durées de repos des chauffeurs sans pour autant interrompre le transport. Hélas, l'autoroute ferroviaire s'arrête à la frontière allemande, où les camionneurs doivent descendre de train avec leur véhicule pour reprendre la route. En Allemagne, le prix du diesel est très bas. Le transport routier est donc une solution vraiment attrayante pour les transporteurs. Surtout que les camionneurs qu'ils emploient viennent pour la plupart de l'Est, où les salaires sont dérisoires. Ils les payent 5 ou 6 euros de l'heure pour rouler sur nos routes. Bref, le transport routier est imbattable. Le train ne fait pas le poids. D'autant plus que chaque train de fret doit payer une redevance pour usage des installations de traction électrique. Celle-ci est proportionnelle au nombre de trains-kilomètres parcourus. Nous sommes confrontés à une concurrence tout à fait déloyale. Le transport routier, très nuisible au climat, est extrêmement favorisé, tandis que le rail, bien plus écologique, est extrêmement défavorisé. Or, il ne tient qu'aux États membres de supprimer la redevance obligatoire qui pèse sur le fret ferroviaire à chaque kilomètre de rail parcouru. Les camions, eux, ne sont taxés qu'à partir de 7,5 tonnes sur les autoroutes et les nationales allemandes. Ça signifie que 100% du fret ferroviaire allemand est soumis à une taxe contre 1% du fret routier. Dans ces conditions, le train n'a aucune chance. Ces chiffres valent pour l'Union européenne dans son ensemble. La Suisse, elle, fait peser une taxe sur l'utilisation des routes nationales. La redevance sur le trafic des poids lourds liés aux prestations s'applique à tous les véhicules motorisés servant à transporter des marchandises avec un poids total de plus de 3,5 tonnes. En Allemagne aussi, on voudrait rendre le train plus attractif pour le fret. Mais le transfert de la route au rail a du mal à prendre. L'Allemagne s'engage du bout des lèvres. Et dans les faits, très peu de projets sont mis en œuvre. Ce qui nous contrarie beaucoup, en tant qu'entreprise ferroviaire, bien évidemment. Par exemple, il était question de construire une 3e et une 4e voie entre Karlsruhe et Bâle d'ici 2014. Mais la date butoir a été repoussée à 2040. Autrement dit, le projet a été repoussé de 26 ans. La raison de ce report ? On a finalement préféré financer d'autres infrastructures. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Un regard sur les investissements ferroviaires pour chacun des États membres révèle clairement que la France et l'Allemagne traînent des pieds par rapport aux autres pays d'Europe. Cela dit, comparé à la Suisse, ils sont tous largement à la traîne. Ce sont des chiffres que nous pointons tous les ans du doigt et qui se ressemblent d'une année sur l'autre. Il n'y a pas la moindre évolution. Et ça joue bien entendu sur la capacité du fret ferroviaire à grignoter des parts de marché ou pas. Il est donc urgent d'agir, de changer la donne. Mais pour l'instant, aucun changement ne se profile. À en juger par le montant actuel des investissements dans le rail, on peut fortement douter des engagements pris par les États européens. Pourtant, l'exemple de la Suisse montre bien qu'on peut tout à fait transférer le fret de la route au rail. Mais pour cela, il faut une véritable volonté politique. Il faut prendre en considération le fait que nous n'avons pas d'industrie automobile en Suisse. Nous ne construisons plus de camions. C'est probablement l'une des différences avec l'Allemagne. Le ministère allemand des Transports avoue que le fret routier va encore augmenter. En 2030, il aura probablement augmenté de 40% par rapport à 2010. Les routiers tels que Piotrek vont donc encore faire le plein de nombreuses années. Car aussi longtemps que le monde politique protégera les poids lourds, au lieu de favoriser le transport par train ou voie d'eau, l'économie reposera sur les camions. Et tant pis pour les bouchons et la pollution.